tiers-livre, chronique Les Numériques, on arrive à la 18. Alors au début je m'étais dit, c'est simple, tu prends les chapitres, puisque après le livre est paru juste il y a 10 ans, et puis on les relit, on dit, qu'est-ce que le présent a modifié dans le regard, ou les possibles, ou ce dont on rêvait et qui n'est pas advenu. Je m'étais dit aussi, à chaque fois que tu fais une chronique, tu n'es pas forcé de rester là, dans le même ordre, mais tu peux très bien cocher, tiens, ça y est, on en a parlé. Et puis, tu t'aperçois que même ça correspond pas. C'est-à-dire, ce qu'on scrute, c'est comment, dans cette transition numérique de l'écrit, c'est nous-mêmes aussi qui nous transformons. Par exemple, et ce sera le thème d'aujourd'hui, une idée qui était évidemment structurante et qui est là de longtemps dans le numérique, c'est que, est-ce que ça existe, la littérature? Oh, on fait que se poser des questions bêtes. Mais justement, en temps de transition, ce sont ces questions bêtes qui nous obligent à revisiter les éléments les plus simples, à pas nous refonder, mais dans l'imprédictible du présent, dans la fragilité, dans l'instable, refaire le récit, reprendre le récit. En quoi le récit de ce qui nous est le plus important. Et ça peut être le Pléiade René Char ou le Pléiade Prévert, parce que là, j'ai passé du temps là, en ce moment avec ces grands bons hommes que le livre nous apporte. Et en nous l'apportant, nous constitue. Et ça, c'est pas une mise en cause. Mais qu'est-ce qui se passe quand notre appréhension du monde, y compris de la bibliothèque, devient numérique? Et cette définition que la littérature soit une invention rétrospective, bon, on a des exemples, par exemple en ce moment aussi, je lis plutôt le soir, cette magnifique correspondance que j'avais négligée jusqu'ici de Henri Fournier, le futur Alain Fournier, auteur du Grand Maune, et de son ami d'enfance, Jacques Rivière. Eux, c'est vers 1905, par là, ils sont encore lycéens, qu'arrivent les premières éditions de Rimbaud. Ils sont passionnés du symbolisme de Maeterlinck, par exemple. Même pour eux, Rimbaud, c'est vulgaire. Est-ce que Rimbaud cède la littérature? Bien, il y a un coup de secousse, ils s'interrogent, parce que, par exemple, ils sont fascinés en même temps par la phrase de Claudel. Donc ils savent bien que le respect qu'apportent d'autres grands auteurs à ce surgissement-là, le fait que Rimbaud, rendu possible seulement Les Poètes maudits de Verlaine en 1891, alors que c'est l'année même de la mort de Rimbaud, on est juste à 12 ans, ça commence à faire son chemin, on commence à avoir des rééditions, mais on est encore loin de la première œuvre complète de Rimbaud, qui sera celle ébauchée par Breton les surréalistes en 1925. Et là, c'est ce pauvre Henri Fournier qui lui est mort au combat en 1916. Il ne la verra jamais, l'œuvre complète de Rimbaud. Et puis Rimbaud, c'est seulement en 1954 qu'il entre dans les programmes scolaires. Et encore, qu'est-ce qu'on prend de Rimbaud dans les programmes scolaires? Le bateau ivre, les voyelles. Alors que la littérature se constitue de façon rétrospective, ce mot, cet adverbe, rétrospectivement, pour moi, le passage central, là, j'en ai parlé, là, par contre, dans mes séries Proust, ou du moins, parce que cet essai sur Proust, là, que j'ai appelé Proust est une fiction, pour moi, c'était simplement prolongé après le livre, et notre transition, aller l'examiner concrètement dans le contexte de la naissance, de la recherche du temps perdu, et puis tant de mutations techniques déjà, le téléphone, la voiture, l'électricité. Et ce passage formidable dans La prisonnière, où le narrateur qu'on n'a jamais vu jouer au piano est en train de pratiquer, comme si c'était naturel, un exercice en général réservé à la 4e ou 5e année de conservatoire, prendre une partition d'opéra, du Wagner, au moins 10 portées là, et puis en faire une à vue, une réduction pour les deux mains. Laissons, mais c'est
tout en accomplissant ce petit exercice qu'il réfléchit au désordre chez Dostoïevski. Il passe de là à Balzac, et puis au fait que la comédie humaine tire sa force de structure, l'arbitraire de structure, au fait d'avoir été composée morceau par Balzac, et puis que rétrospectivement lui apparaît cette construction. Et Proust, là, de nous donner cette interrogation complètement à la fois fragile et merveilleuse, c'est-à-dire comment moi, je peux constituer une œuvre cathédrale, sachant que cette architecture ne pourra se révéler que rétrospectivement. Je laisse. Mais ce rétrospectivement, donc, il est déjà ici. Quelles conséquences est-ce qu'on sait, là, dans le présent, si notre corpus, ce qu'on nomme littérature, en quoi il va laisser tomber des parties de lui-même, mais aussi dans le présent, nommer d'autres tentatives, d'autres expériences qui peuvent nous apparaître fragiles, maladroites, mais dire rétrospectivement, ceci est cœur de la littérature. Prenez des noms comme Daniel Colobert, Christophe Tarkos. C'est quoi leur destin éditorial? Colobert est décédé en 1978, donc on a un peu plus de 40 ans. Christophe Tarkos est décédé en 2004, une quinzaine d'années. Georges Perec, lui, là, tout d'un coup, on a plein de rééditions, donc on commence à le constituer dans un regard autre, mais on est 40 ans après sa mort. Ça veut dire que cette définition de ce qui peut nous être central dans le présent de la littérature, là encore, ce rétrospectivement est sans arrêt à l'œuvre. Or, dans ce rétrospectivement, l'importance aujourd'hui du numérique, elle est native. Par exemple, la question de la lecture, de la performance, de l'improvisation, de la trace vidéo, eh bien, Christophe Tarkos est un chantier. Et si vous prenez sa très belle réédition chez POL, alors que le livre Anachronisme, si décisif, n'est pas réédité, eh bien, ils ont publié un ensemble qui s'appelle L'Enregistré, qui inclut 2 CD, un CD d'enregistrement audio et puis un autre de performance vidéo dans les conditions de l'époque. Donc ça aussi, tout se transforme. Moi là, je voudrais juste faire quelques minutes sur un exemple. Ça s'appelle « Essai sur les merveilles de nature et des plus nobles artifices ». Il est un petit peu abîmé, mais c'est un exemplaire très précieux, qui n'existe plus. Par contre, dans les ressources que je mets associées à chacun de ces épisodes, je vous mets le PDF de l'édition originale, mais ça vous pouvez le trouver sur le site Gallica BNF. On est en 1632, l'auteur s'appelle Étienne Binet, B-I-N-E-T. Connaissez-vous Étienne Binet? Pourquoi c'est important? Je ne suis pas le premier. Par exemple, je pense que le gros coup de gong de cette réhabilitation d'Étienne Binet, c'est Gérard Genette, en 1966, dans Figure. Et là, tout d'un coup, tu prends un sacré respect pour... Enfin, je l'ai déjà, par ailleurs, mais tu te dis, tiens, Genette, il avait senti ça aussi. Alors, allez s'intéresser à des choses qui datent, comme ça, d'il y a presque 500 ans, 1632, 2000, je ne sais plus, hein, allez, disons 400. Pourquoi? Ce qui m'intéresse, c'est justement ce déni. Et même là, ce monsieur, là, Marc Fumaroli, donc vraiment tout, là, l'Académie, la Sorbonne, etc., qui a fait la préface là, de ce livre, ben, lui aussi interloqué. Qu'est-ce qui fait qu'un livre si important n'a jamais été considéré comme cœur de la littérature, n'a jamais été considéré comme chef-d'œuvre de la littérature? Et tout d'un coup, là, tu tombes dans des abîmes. C'est-à-dire que notre histoire, cette constitution rétrospective, c'est pas le fait de l'accumulation des livres dans la bibliothèque, même si c'est la Bibliothèque nationale de France. C'est précisément nous qui constituons ce corpus à chaque époque,
qui sommes capables, rétrospectivement, d'insérer, c'est-à-dire on est de plus en plus. Et justement, une autre question, est-ce que c'est en tant que lecteur ou est-ce que c'est par la médiation de l'écriture, par le fait qu'on écrit, qu'on va aller dire bien que Étienne Binet, pour nous, non seulement participe centralement de la littérature du XVIIe siècle, mais participe de notre récit de l'histoire littéraire, là, dans le moment présent, dans le contemporain, et qu'il y tient une place centrale. Et une place qui n'est pas facile à définir non plus. Alors si je fais la liste, bien, par exemple, ce qui est très impressionnant dans Étienne Binet, c'est qu'il est capable d'intégrer, là, dans sa description du monde, ce qui pose le monde comme travail. Chapitre extraordinaire. Comment on fabrique le verre. Mais on est là, au XVIIe siècle. Ou comment on forge une lame d'épée, ou comment on va travailler le cuir et l'ouvrager, ou pratiquer sur une reliure de livre une dorure à la feuille d'or extrêmement fine. Et ce par quoi il passe, pour le décrire, d'une part c'est accepter le geste de l'autre, et la noblesse du geste ouvrier, la noblesse du geste artisan, ne pas les dissocier de ce qui permet non seulement la pensée, mais aussi la guerre ou la lumière. Et là, ce point de vue, il est en rupture totalement essentielle avec son époque, pas forcément, mais avec ce qu'on demande à la littérature dans une époque particulière donnée. Dénoncer ce point de vue, c'est-à-dire de parler de l'ouvrier typographe, au lieu de parler de la noblesse de ce qui est dans le livre, vaut déjà à Étienne Binet l'ostracisme. Alors attention, en tant que personnage, père de l'Église, etc., c'est pas son statut symbolique. Là, je parle de le statut du livre, de l'œuvre. Alors dès qu'on met le nez dans Étienne Binet et qu'on part justement dans ce chapitre sur le verre, etc., on est estourbi. Si je lis la table des matières, tout au bout, on va avoir la vénerie. Mais déjà, rien que la vénerie, il appelle ça, c'est la chasse aux bêtes puantes, si je ne me trompe pas. Avertissement au lecteur de la vénerie. La vénerie est la chasse des bêtes puantes. Chapitre 1. C'est un plaisir innocent que le plaisir de la chasse, et plût à Dieu que ce fût le plus grand péché des princes et des grands seigneurs, comme bien souvent c'est leur plus agréable plaisir, pendant qu'ils courent un lièvre de grande roideur, et que monté sur un cheval qui vole, il vole après un cerf qui ne s'envole que tant que ses jambes peuvent le porter. Il semble que tous les maux du monde leur demeurent derrière leurs épaules. Nul mal ne court assez vite pour les attraper. Tout leur péché consiste à tuer un lièvre et désespérer un pauvre cerf qui, haletant, est acculé et rend les abois sur les bords d'une belle fontaine. La langue. La fauconnerie, la marine, la guerre, tirage des armes, les pierreries, l'orfèvrerie, l'or battu, filet, de l'émail, l'or battu en feuilles, de l'or en général, de battre les monnaies, les métaux. L'imprimerie, ça, on peut aller y voir, ça fait partie de notre thème. Comment il aborde l'imprimerie? Du fait de l'imprimerie. Rien que le titre, ça change. On ne parle pas de l'imprimerie, on parle du fait de l'imprimerie. On ne saurait dire l'obligation que le monde a tant à celui qui a inventé cette façon d'imprimer à la Chine qu'à celui qui de là nous l'a porté en Europe ou bien l'a inventé de sa tête. Les grosses librairies autrefois n'étaient que pour les rois et les riches maisons. Maintenant, à la faveur de la presse qui roule si aisément, tout le monde a moyen d'avoir un monde de livres et jouir des travaux d'une infinité de beaux esprits, travaux qui autrement seraient ensevelis dans le cabinet où ils avaient pris leur naissance. Un seul homme en un jour fera plus de besogne sans faire nulle faute et quasi se jouant en toutes sortes de langues et de professions, ne faisant que tirer, pousser, enivrer les lettres enchâssées, et d'un seul tour de bras que 100 hommes jadis n'eussent su faire ensemble en faisant 1000 fautes dont ils ont corrompu les manuscrits anciens.
cette faculté incroyable à peupler l'univers de trésors incomparables, que si quelques avortons de livres se sont jetés à la foule et par ce moyen ont eu cours et vie, ce peu de mal ne peut pas bonnement contrebalancer l'inestimable commodité qui revient au monde de l'impression des beaux livres. Et ensuite, on entre dans le détail. Toute l'imprimerie est composée de 3 choses, de fonderie, de casse et de presse. En la fonderie, on fait les lettres, en la casse, on les compose, en la presse, on les imprime. Et pour dire quelque chose par le menu, et que toujours on avance comme ça dans le fractal, le fondeur, au lieu de lettres de bois dont on usait autrefois, prend la matière de ces lettres de l'étain, du plomb, du cuivre, de l'antimoine et autres je ne sais quelles drogues qui font la composition venimeuse et ayant bien fait bouillir le tout dans un fourneau fait à cette fin, il le verse dans un bassin pour plus facilement avec sa petite cuillère le répandre dedans ces moules. Là, suivant la diversité des matrices qui sont dedans, sortent comme du ventre de leur mère une infinité de diverses lettres, de romaines, d'italiques, de gros et petits Cicéro, de Saint-Augustin, de noms pareils, de gros et petits canons, de petits textes et autres. Or, les lettres sont au bout des poinçons, mais contournées à rebours. Ouais, et ça continue, sur le fait qu'on se projette dans la lettre inverse pour composer le positif du livre. Il y a des listes. Les caractères sont ceux-ci, et les noms des lettres. 1, nom pareil, c'est-à-dire fort petite. 2, la mignonne, un peu plus grosse. 3, petit texte. 4, petit romain. 5, la philosophe. 6, le cicéron, etc. Petit canon, gros canon. On dit coucher la feuille, mouiller le tympan, faire rouler tout le train de la presse sur la feuille, imprimant d'un côté la moitié du jour et l'autre en l'autre moitié. L'ordinaire sont 1200 par jour. Tirer des épreuves, les renvoyant à la correction, il faut toujours 2 compagnons. Oui, l'ouvrier qui rentre là dans le livre. L'un qui tire et range les feuilles sur la forme existante en la presse, l'autre qui couche l'encre avec ses balles qui se changent et sont à tour de rôle, tantôt l'un des métiers, tantôt l'autre. Rien que ça suffirait à la dette à ce livre. Pour moi, extraordinaire. Et autre question, est-ce un livre pour ceux qui écrivent ? Si je pense à des tas d'auteurs, je sais bien qu'ils l'ont chez eux, ce livre. Donc il y aurait comme ça 2 niveaux de mémoire ou 2 niveaux de bibliothèque, la bibliothèque de ceux qui écrivent. Et, par contre, les déplacements, alors cette question des choses. Pour nous, aujourd'hui, c'est une approche aussi dans Marcel Proust. On ne peut pas décrire ce qui change par l'électricité sans parler du processus même, sans décrire le téléphone. Ou ce qui... Bon, là, je ne vais pas re-rentrer là, parce que ça existe déjà dans mon site, les 4 façons différentes par lesquelles le téléphone interfère dans la relation et l'intimité, si on prend une période qui va de 1890 à 1910, ou même dans le temps retrouvé, donc après-guerre, cette remarque fantastique de Odette qui peut avoir 160 ans si on ajoute tous les temps de la fiction, et qui dit, mais une si belle invention, et elle s'en serve là pour papoter dans l'après-midi. On pourrait en dire tellement autant de notre Internet. Mais il y a des choses tellement plus bizarres dans Étienne Binet. C'est-à-dire que cette rupture-là sur le statut des choses, Francis Ponge, on entre dans l'atelier contemporain. Et ça n'a pas été facile pour Francis Ponge. De 1927, il a 27 ans, le premier manuscrit du Parti pris des choses, jusqu'à 1935, il a 35 ans, où il arrive à le publier, et puis une reconnaissance immédiate, mais qui vient uniquement de ses compagnons artistes, les Dubuffet par exemple, Braque et tous les autres, c'est-à-dire les peintres qui reconnaissent l'artiste dans le poète. Et c'est seulement par le détour des facs américaines, par... là, y compris Philippe Solers, qui fait qu'à partir des années 70, Ponge prend la stature alors qu'il est là aujourd'hui, au présent. Non pas simplement dans nos ateliers,
mais quand on pense l'écriture, quand on agit l'écriture, y compris la lecture, la question de l'objet est immédiate pour nous, la question de la matière. Par contre, dans Ponge, on voit ça naître. Il a fallu un coup de force pour cette reconnaissance-là. Qu'est-ce que vous avez comme objet dans Balzac ou dans Saint-Simon? Alors Binet, c'est plus curieux que ça, parce que lui, dans ces merveilles-là, il n'y a pas forcément de distinction entre ce qui nous émerveille dans l'art, la fabrique, faire du verre transparent avec de la silice opaque, et puis, par exemple, il y a un chapitre sur les fleurs, et chaque fleur selon sa qualité. Et comment on va parler d'une forme, d'un toucher, d'une odeur, mais tout à l'heure, en me préparant, je tombe sur un autre chapitre qui est celui sur la broderie. Et dans ce chapitre sur la broderie, aujourd'hui, ça revient aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire de magnifique? Regardez la tapisserie de Bayeux, mais qui n'est pas une tapisserie, qui est une broderie. J'ai appris ça hier soir. Mais 29, brodé à la lame, ce n'est pas un point de brodeur, mais de chapelier, ceinturier, et autres qui brodent l'ourlet des chapeaux, les cordons, les ceintures, et ont leur broderie à part avec une lame entrecoupée. 30. Faire l'arrondissement des fleurs. Flouer les fleurs ou manteaux ou cottes. C'est comme si cela était mu du vent ou du mouvement du corps, un rehaussement du genou, un coude qui se pousse en dehors, une robe qui se contourne et replie comme si elle était émue de quelqu'un. Comment ne pas penser Gamberger? Mais là, il y a déjà Proust, il y a déjà le peintre de la vie moderne, Baudelaire, se saisissant de Constantin Guy avec la mode, l'éphémère, la vitesse. Mais ça, on va y venir tout bientôt. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que le citron fait ici? Le citronnier à la feuille d'oranger toujours verte, les branches flexibles revêtues d'écorces verdâtres et épineuses, ces fleurs sont purpurées en forme de clochettes embaumées, du milieu pendillent de petits filets, les toujours meublés de fruits, les uns naissent et se mettent au monde, les autres se poussent à la maturité, les autres sont de cueillettes et prêts à tomber pour faire place aux autres. Les citrons gros comme melons ne sont pas si bons au goût que les petits, ils sont plus requis des apothicaires à cause qu'ils ont plus de chair pour confire au sucre. La peau est d'or raboteux, ridée, inégale et bossetée. Elles sont longuées, d'écorce charnue et épaisse, d'odeur fort suave. La moelle sous la peau est aigre, pleine de jus, omittant la graine comme grain d'orge, vêtue d'une écorce dure, amère au goût, mais bonne contre le poison, et les morsures de serpent ne nuisent aucunement quand on en a mangé. Je laisse, vous voyez, comment on peut à partir de là penser pourquoi ce texte aussi important a été ostracisé, renvoyé dans des contournements utilitaires, et comment aujourd'hui il peut au contraire nous devenir central. Il y a certainement quelque chose du même ordre pour Buffon. Buffon est un grand auteur dans la question de la science, certainement, mais est-ce qu'il est un grand auteur de la littérature française? Tout autant. Pour rester dans un esprit de chronique, je vais m'en tenir là. Simplement pour une sorte de, on dirait aujourd'hui les lanceurs d'alerte, je dirais une sentinelle. Sentinelle de notre devoir d'humilité. Devoir d'humilité sur quoi? Eh bien que ce qui peut compter le plus en littérature, par exemple, ce qui peut compter le plus, nous, aujourd'hui, pour écrire au présent, et comment on reconduit un récit différent de l'histoire littéraire pour débusquer, non pas forcément nos outils en tant que technique, mais un rapport au monde, un rapport de notre présence au monde pour, dans notre expérience du monde, trouver cette intersection où ça écrit. Et notre humilité à toujours se souvenir du rétrospectivement. Pour Étienne Binet, là, c'est le théâtre d'Évreux. Je me souviens de l'invitation, c'est Valère Novarina, parce qu'on était le 500e anniversaire de Rabelais, 94 ou 96, parce qu'il y a eu deux cinquantenaires de Rabelais.
Mais bon, tant mieux, on en a profité des deux. Et là, Valère était en résidence à Évreux. Je me souviens, il y avait Jacques Roubaud aussi. On a fait une lecture à trois, de souvenirs tellement intenses. Encore que, bon, moi, comme c'était Valère l'invitant, on lui laissait quelquefois les meilleurs morceaux. C'est lui qui avait lu La Tempête. Mais peu importe, Rabelais, on peut tout lire, tout prendre. Et c'est justement quelqu'un de... C'est le théâtre d'Évreux, avec le concours du CNL. Tiens donc, ça s'appelait à l'époque Centre national des lettres et pas Centre national du livre. Le livre était commercialisé au prix de 220 francs et le responsable s'appelait Jacques Falguière. Croyez-vous, il me l'avait offert. Est-ce qu'on en trouve aujourd'hui, de cette magnifique édition? Est-ce que ça a été seulement réédité? Non, bon. Prenez le PDF, déjà. Allez y voir. Mais c'est quoi cette question d'humilité? Eh bien là, on écrit dans le temps de la transition. Les ostracismes sont partout. Ce qui est important et ce qui constitue le geste de littérature aujourd'hui. Eh bien, ça n'a pas changé depuis même l'exemple de Rimbaud. C'est rétrospectif. Quel travail on a à faire sur nous-mêmes pour accepter que dans le grand atelier, dans la grande fabrique de littérature, Darcos meurt en 2004. Est-ce qu'il est aujourd'hui un des écrivains les plus essentiels du présent? Oui. C'est un exemple parmi d'autres. Dans ce qui naît là, y compris par des formes qui ne sont pas livres, la performance ou, tiens, YouTube. Apprendre simplement à donner sa place à ce qui naît. Savoir que dans la prolifération de ce qui naît, ce qui s'affirmera comme important à mesure que la transition engendrera un autre régime stable, ou pas, eh bien c'est seulement rétrospectivement qu'on pourra le considérer comme tel. Et nous, en attendant, on aura fait notre job. Et c'est pour ça que je voulais parler, là, dans ces chroniques d'Étienne Binet, essai sur les merveilles de nature et des plus nobles artifices. On fait rien d'autre.